14h30, 15h30, On est fait pour s'entendre. avec Flavie Flamand sur RTL. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Hier, on a voyagé au pays des songes, là où tout est possible, là où l'on s'envole, où l'on dézingue le Covid-19, là où l'on s'embrasse à tout va et où l'on fait l'amour. Aujourd'hui, on rêve plus fort, plus intensément et selon nos bons vieux potes Freud et Jung, eh bien, c'est le reflet de notre inconscient et ils peuvent nous aider d'une façon ou d'une autre à avancer. Bref, c'était sacrément passionnant et c'est à retrouver sur les replays d'On est fait pour s'entendre sur rtl.fr. Bienvenue chez vous, ou plutôt chez moi dans mon salon, mais chez vous quand même, car cette émission c'est surtout la vôtre et elle vous ressemble. Aujourd'hui on va y mettre de la couleur et du piment, car on va parler de l'amitié qui lie les hommes et les femmes. D'aucuns la considèrent impossible, d'autres ne voient pas pourquoi on se pose la question. Mais quand même, ne réside-t-il pas dans toute cette inclination un tout petit peu de désir, un soupçonninounet d'amour? Jules Renard déclarait que l'amitié entre un homme et une femme ne peut être que le clair de lune de l'amour. Quant à Nietzsche, il considérait que pour la maintenir, il fallait peut-être le concours d'une petite antipathie physique. Et vous, justement, qu'en pensez-vous? La vivez-vous, cette amitié? En quoi est-elle singulière? Avez-vous franchi la frontière et le regrettez-vous? On en parle avec vous jusqu'à 15h30, mais également avec nos invités. Vincent Cespedes, bonjour. Bonjour Flavie. Comment allez-vous? Ça me fait plaisir de vous entendre, Vincent. Bah oui, moi aussi. oui, ça va. Confinement, comme disent les Sénégalais, nos amis sénégalais, ils ont inventé un nouvel adverbe. Je vais confinement. Oui, je vais confinement. Nous allons tous confinement. Merci d'être avec nous en tout cas aujourd'hui. Vous êtes philosophe, Vincent Cespedes, auteur d'un livre Mélangeons-nous, enquête sur l'alchimie humaine, une réédition aujourd'hui aux éditions Matkaline. Et puis vous proposez des lives par jour, on en parlera tout à l'heure. Vincent Cespedes, quel sujet que l'amitié homme-femme? Certains nous disent mais c'est tout à fait possible, à l'instar d'Élise qui le vit depuis plus de 25 ans, une amitié très forte avec un homme à qui je confierai ma vie sans hésiter. Ça existe, il faut juste identifier le cadre, le pourquoi de la relation et alors les ambiguïtés, si elles existent, n'ont plus lieu d'être. Et puis il en est d'autres qui n'y croient pas du tout, à l'instar de Mohamed qui dit qu'une femme qui fait amie avec un homme, en l'espèce un mâle bêta, ne désire qu'avoir un larbin à disposition. Désolé d'être explicite, mais cette question est tellement naïve. On a l'impression qu'il y a en fait, que c'est un sujet en tout cas qui génère énormément de réactions, parfois les plus radicales, parfois certaines d'ailleurs assez violentes. Et je me demande si c'est pas culturel tout ça aussi. C'est fondamentalement culturel parce que nous sommes fondamentalement des êtres de culture. On peut très bien être un mâle alpha, pour prendre cette catégorie que je condamne, cette catégorie qui veut animaliser l'être humain. Vincent, pardonnez-moi. Vincent, je vous interromps parce qu'en fait, on a une communication qui est très compliquée. Ce que je vous propose, c'est qu'on vous rappelle tout de suite. On va essayer de rétablir la communication. Et en attendant, nous allons accueillir Michael qui est en ligne. Bonjour Michael. Bonjour. Comment allez-vous Michael? Impeccable, merci beaucoup. Vous allez confinement, vous aussi? Exactement. Moi, je suis très heureuse en tout cas de pouvoir échanger avec vous. Vous nous avez laissé un mail ce matin en préparant cette émission, vraiment qui m'a donné envie d'échanger davantage. Vous habitez à Poitiers, vous avez 39 ans, Michael. Et en fait, vous nous avez envoyé un mail. Je me suis dit, Michael a dû vivre ça, a dû l'éprouver d'une certaine manière pour pouvoir à ce point en décortiquer les ressorts. Vous nous avez d'abord écrit que c'était une question de confiance. Oui, parce qu'en fait, comme vous l'avez dit un peu en introduction, il peut y avoir des questionnements sur est-ce qu'il y a du désir ou pas derrière. Et en fait, moi je me dis que dès lors que les choses sont posées dès le début, très clairement, sur les enjeux, sur le contexte, sur qui on est, ça pose tout de suite la confiance entre les deux protagonistes. Et du coup, l'échange se fait de manière beaucoup plus pure et de manière beaucoup plus sereine. Et c'est ce qui permet d'avancer. Et quand j'évoque aussi la confiance, c'est aussi la confiance des conjoints qui m'apparaît important de préciser également, puisque oui, lorsque l'on est en couple, oui. Voilà, pour que les uns les autres ne se posent pas trop de questions, je trouve qu'il est important de clarifier aussi les choses avec ces gens-là pour que ça se passe bien avec tout le monde. Oui, en fait, pour vous, il faut, et comme l'écrivait Élise tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut définir un cadre. Mais moi, quand je rencontre quelqu'un, j'ai pas spécialement envie de me mettre dans un cadre. J'ai envie de me laisser vivre, de me laisser porter. Pas vous? On peut pas forcément tout écrire à l'avance. Non, ça c'est vrai. Mais je pense que c'est une assiduité que chacun peut se poser. En fait, moi, toutes les amies femmes que j'ai rencontrées étaient
déjà en couple, et donc par respect pour ça, naturellement, j'ai jamais cherché à aller plus loin. Et donc du coup, le cadre, si on peut parler de cadre, il s'est construit naturellement comme ça. Fédol nous écrit, c'est très possible à condition dès le départ, chacun doit s'ancrer dans l'esprit à protéger le plus longtemps possible cette relation. Donc en fait il faut être vigilant, c'est ce que nous écrit Fédol, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a défini la nature de la relation, il faut veiller à ne pas l'abîmer, ou ne pas courir en tout cas le risque de l'abîmer. Ne bougez pas, hein, Michael, on va retrouver Vincent Cespedes. Vincent, vous êtes là ? Voilà, j'espère que vous m'entendez mieux. Je vous présente Michael, que j'ai accueilli sur cette antenne entre-temps. Michael qui nous parlait de la définition du cadre de la relation, de l'amitié. Michael, évidemment, vous restez avec nous, mais on va revenir sur ce qu'on se disait, Vincent Cespedes, c'est que c'est avant tout culturel. Moi, je pense à une époque, d'ailleurs, que Alain nous rappelle dans un message, les anciens ont parfois du mal à imprimer que c'est possible. Les personnes âgées ne concevaient pas l'amitié homme-femme. Il fut un temps, en fait, où la mixité n'était pas de mise, et forcément, il y avait un soupçon sur la relation. Bien sûr, et d'ailleurs ça rendait les relations très difficiles. Nous sommes des êtres de culture, nous ne sommes pas des animaux. Quand on parle de mâle alpha ou bêta, c'est une façon d'animaliser l'être humain en nous comparant à des loups. Mais on peut être gorgé de testostérone et être le plus doux des hommes. Parce que nous sommes des êtres de culture, nous ne sommes pas soumis à nos hormones. Alors pour moi, il y a deux façons d'amitié homme-femme. La première, c'est de dire on va renoncer et tuer quelque chose en nous de l'ordre de la sexualité. Il ne doit pas y avoir de sexualité entre nous. Et donc c'est une sorte de pacte. Là, si c'est compliqué de faire ce pacte, c'est que c'est trouble et que ça ne marchera pas. Si c'est une évidence qu'il n'y a pas de désir charnel, eh ben ça peut marcher longtemps. Et il y a une autre façon de concevoir les choses, beaucoup plus libertine, beaucoup plus coquine. C'est Alexandra Kollontai, une philosophe qui l'a décrite. Elle appelle ça la camaraderie amoureuse. C'est-à-dire que la camaraderie amoureuse, on pourrait dire sex friend aujourd'hui, les sex friends. Exactement. Et c'est justement que c'est une amitié qui s'autorise des petites échappées dans les plaisirs charnels. Voilà. Alors c'est marrant parce qu'on a effectivement des messages sur ce sujet. On se retrouve, Michael, Vincent Cespedes, dans un instant sur l'antenne d'RTL. À tout de suite. RMSF.fr. Merci. Flavie Flamand sur RTL. Jusqu'à 15h30. Alors, l'amitié homme-femme, est-ce véritablement possible? Est-ce une chimère? Est-ce une pure illusion? Ou est-ce que c'est une sorte, je dirais, d'amour pur, d'amitié? On en parle avec Michael et avec Vincent Cespedes qui vient de disparaître, m'a-t-on dit. Bon, Michael, je vous garde parce qu'on est bien. Oui. On est bien tous les deux et puis avec tous nos auditeurs, évidemment. Alors, vous nous avez aussi confié que pour être en amitié avec une femme lorsque l'on est un homme, en dehors du cadre de confiance qui doit s'instaurer, l'homme doit, alors je reprends vos mots, libérer sa part de féminité. Oui, c'est-à-dire que, et pour rebondir sur ce que disait votre intervenant tout à l'heure, c'est que moi j'ai une éducation dans un environnement féminin, dans un lycée où il y avait beaucoup plus de filles que de garçons, donc j'avais déjà cette sensibilité-là, on va dire. Ouais. Et je pense que pour partager des choses avec une femme, il faut aller dans son sens comme elle, je pense, elle doit aussi aller vers notre sens et justement avoir cette attention, cette écoute, cette sensibilité qu'on n'a peut-être pas forcément en tant qu'homme naturellement ou qu'on n'exprime pas forcément facilement. Et dès lors qu'on va dans ce sens-là, ça permet de poser un échange et un dialogue qui se fait tout de suite beaucoup plus facilement et du coup beaucoup plus en confiance parce qu'on a les deux personnes sur le même pied d'égalité, sur les mêmes thématiques. Vincent Cespedes, le retour. La prochaine fois on se voit dans mon studio, ce sera plus simple. C'est intéressant ce que nous dit Michael, c'est-à-dire qu'on a le sentiment que quand l'amitié entre un homme et une femme est possible, quelque part, on révèle une part de soi que la société nous fait taire aussi, malheureusement. C'est tout le problème, j'en parle dans L'homme expliqué aux femmes, je montre que finalement le logiciel masculin est un logiciel qui nous fait jouer la comédie. Nous ne sommes pas authentiques, nous ne sommes pas nous-mêmes, nous devons taire nos émotions qui pourraient nous... C'est pour quelqu'un de fragile et de non-performant, la performance devient la seule chose qu'on doit montrer aux autres. Et au bout du compte, on n'est pas authentique. Je pense que la base pour une relation d'amitié, c'est l'authenticité.
L'authenticité, c'est-à-dire un travail sur soi. On ne peut pas créer des amitiés comme ça où l'attraction sexuelle peut exister et essayer de la mettre de côté, parce que c'est quand même la définition de l'amitié, c'est justement, je dirais aujourd'hui, tel que le mot est utilisé, c'est de mettre juste, sinon on parle d'amour ou de relation, eh bien, il y a un travail sur soi à fournir. Il y a une phrase très intéressante, il y a beaucoup plus d'amour dans l'amitié que d'amitié dans l'amour. C'est-à-dire qu'à force de se mentir à nous-mêmes, nous avons une vision de l'amour qui est fausse. On ne peut pas être inauthentique soi-même et créer des liens forts. Et du coup, nous passons à côté de la vie. Le sens de la vie, c'est d'être authentique et sincère. Et ça peut être une très belle école, la relation homme-femme, pour travailler son authenticité, se dépouiller des masques que la société veut nous mettre sur le visage et d'être un homme comme on est, c'est-à-dire sensible ou pas, véhément ou pas, voilà, être soi-même, c'est la base. Mais vous y croyez, vous, Vincent Cespedes, à l'amitié homme-femme, sans désir? Elle se constate, elle est documentée, je l'ai moi-même, bien sûr qu'on peut y croire, bien sûr qu'on est dans une société... Je parle sans désir, hein, sans le moindre soupçon, sans rien, rien. Il y a un vrai problème avec le désir, c'est que c'est aussi une construction culturelle. Nous sommes dans une société en Occident hyper sexualisée. Nous sommes dans une consommation frénétique. On nous a vendu le sexe bonheur, le sexe obligatoire quasiment. Aujourd'hui, c'est l'hymne à la pornographie, etc. Et donc, ça formate les esprits. La pornographie formate les esprits des jeunes garçons qui découvrent la sexualité à travers ce prisme déformant. Et du coup, on a l'idée qu'il faut consommer aussi à cet endroit. Et les applications de rencontres, parfois, augmentent ce phénomène. Donc, quand je dis qu'il faut travailler sur soi, il faut aussi travailler sur pourquoi j'ai autant besoin de sexualité, pourquoi j'ai autant besoin de considérer la femme comme un objet sexuel, et pourquoi je crois que c'est valorisant pour moi d'avoir des conquêtes sexuelles. Franchement, pour moi, qui ai fait ce travail sur moi-même, je valorise beaucoup plus un homme qui a des amies femmes qu'un homme qui a des conquêtes féminines. Pour moi, il a beaucoup plus de puissance à mes yeux, justement, parce qu'on est sûr. Ouais. On est sûr que quand il a des amies femmes, eh ben, il y a des choses très épanouissantes qui se passent au niveau des idées, des émotions échangées. C'est beaucoup plus fort dans la vie. Et avec cette crise du Covid-19, on s'aperçoit que la vraie solidarité, c'est pas tellement dans les affaires sexuelles qu'on la trouve, c'est dans les amis. Et je pense que nous sommes devant un horizon d'une révolution de l'amitié. Donc, si on veut sauver la planète, soyons plutôt amis, amants. Bon, c'est la cerise sur le gâteau si vous voulez, mais ça doit plus être central, cette obsession du sexe. Michael, qu'est-ce qu'il y a de si beau dans une amitié homme-femme? Qu'est-ce qu'on partage avec qu'est-ce que vous partagez avec vos amies femmes? En fait, moi, je les considère comme mes sœurs. Et en fait, ce que je trouve intéressant dans la relation frère-sœur, c'est que on peut tout se dire. Et donc, on peut partager. Moi, je partage avec elle des choses sur, je sais pas, par exemple, ma vie sentimentale que je partagerais pas avec mes amis garçons. Parce que du coup, ça va, je pense, plus leur parler, enfin, ou du moins qu'il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de jugement dans tout ça. Et même sur des sujets peut-être plus sérieux comme l'avenir professionnel ou autre, je trouve intéressant d'avoir leur avis, parce que le regard féminin est un regard différent que peut avoir un regard masculin. Et moi, je trouve ça intéressant d'avoir toutes ces visions pour justement pouvoir prendre les bonnes décisions et puis faire les bons choix. Et ce que je trouve intéressant, justement, c'est qu'on s'interdit rien, on peut tout se dire. Et c'est en ce sens que je trouve ça très enrichissant. Et très rapidement aussi, Vincent Cespedes, on peut dire à l'autre ce qu'on ne dit pas forcément à notre conjoint. Il y a l'idée du confident qui est fondamentale. Aujourd'hui, qui est notre confident? On ne le trouve pas. Il est dur à trouver. À travers les technologies qui nous relient les uns aux autres, derrière des écrans, on ne peut pas se confier. On ne se confie pas à des écrans. On se confie avec du présentiel, comme on dit aujourd'hui. C'est pas dans le distanciel qu'on se confie. Et donc, on a besoin de ces présences-là. Et on le voit avec cette crise. On le voit qu'on a besoin de cette présence. Et cette présence n'a pas de prix. Alors, gâcher cette présence parce que tout du coup, on tombe dans une sorte de consommation, ce serait bien dommage. Alors, il y a la consommation et puis parfois il y a le cœur qui bat aussi. Hein, et puis ça peut ressembler à l'amour, c'est pas toujours évident. La frontière, l'amitié, l'amour. On va en parler avec nos invités tout au long de cette émission. Vincent, c'est dommage parce qu'on a vraiment été coupé. Mais merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé ce moment avec nous. Il y a 2 lives par jour sur votre chaîne YouTube, Philo Covid. Un à 12h30, enfin 12h20, l'autre à 20h20. Et demain, vous parlerez des enfants et ce sera à 16h20. Vincent Cespedes, je vous embrasse. À bientôt sur l'antenne d'RTL. Prenez soin de vous. Michael, ça s'est super bien passé. J'espère que j'aurai encore l'occasion de discuter avec vous. Et puis merci pour votre nouvelle fidélité. Ça nous fait plaisir de vous compter parmi nos auditeurs. Prenez soin de vous, Michael.
Ouais, merci. Je vous embrasse. Merci. Salut bientôt. Mickaël. Au À revoir. tout de suite sur RTL. Revival. 14h30, 15h30 On est fait pour s'entendre. avec Flavie Flamand sur RTL. Ah, cette amitié homme-femme dont on parle aujourd'hui jusqu'à 15h30 en direct avec vous sur RTL pose question. Certains sont pétris de certitude, d'autres pétris de doute. On va y revenir tout au long de l'émission. On a entendu Vincent Cespedes, philosophe, qui a ouvert le bal de nos conversations en compagnie de Mickaël. Et je vous demande maintenant d'accueillir Sophie Cadalen sous vos applaudissements. Bonjour Sophie. Bonjour Flavie, merci Ça pour va les applaudissements. Voilà. Vous ne les entendez pas, mais ils sont sincères. Oui, Et puis non, on est je devine nombreux, les vous sens. savez, on est très nombreux. Vous êtes psychanalyste, vous êtes écrivaine. En voilà un sujet. Alors, c'est pas évident hein, tout ça. Alors on a entendu le point de vue de Vincent Cespedes il y a un instant. Vous ne le partagez peut-être pas, je l'ignore. En tout cas, certains soulignent des décalages. Marie nous écrit, j'y ai cru, il y a plusieurs reprises. Nous passions de très bons moments ensemble, on se confiait, on comptait l'un sur l'autre, on faisait des ciné, des restos. Nos conversations nous menaient souvent tard, mais tout s'est toujours écroulé quand j'ai rencontré quelqu'un. Et là, j'ai compris qu'ils étaient amoureux de moi. Je suis tombée de haut. Est-ce qu'on peut aussi ne pas se dire les choses dans une relation? Seb, comment lui dire que je l'aime depuis 3 ans et que je suis l'homme de sa vie? Elle pleure dans mes bras pour des mecs qui lui en font voir de toutes les couleurs et moi, je suis toujours là. Il n'y a pas un soupçon quand même dont on parle jamais? Quelquefois, il vaut mieux pas ne pas l'aborder, le soupçon. Surtout si on est celui qui se sent peut-être convoité, aimé, qui ne partage pas ce sentiment. C'est peut-être à l'autre, dans ce cas-là, voilà, de faire le pas, de mettre les choses à plat, et puis tenter d'en faire quelque chose. Pas forcément une concrétisation, mais tenter d'en faire quelque chose. Mais il n'y a de pas toute façon, toujours un loup quand même pour dire les choses clairement. Toujours un loup. Je crois qu'en tout cas, la question du désir, d'une éventuelle relation ou d'un passage à l'acte, tout simplement, sans parler forcément d'amour, je crois que c'est toujours un peu, plus ou moins confusément, plus ou moins de manière avouée, envisagé. Est-ce que c'est gênant? Est-ce que ça entrave la relation? Est-ce que ça empêche une amitié? Pas forcément, loin de là. Mais qui est une dimension, voilà, désirante peut-être. En tout cas, je crois que dans toute relation, on s'envisage. Mais j'ai même envie de dire, même dans une relation entre 2 hommes, 2 femmes, même si on n'est absolument pas homosexuel, il y a quand même cette dimension-là. Quand on a une amie, en tant que femme, on est hétérosexuel, on a une amie qu'on adore, qu'on aime beaucoup, on la trouve belle, oui, on l'envisage comme maîtresse, pas pour soi, pas avec soi, mais on voit la femme, on voit la femme désirable. Et que si, d'ailleurs, ce qu'on peut se dire aussi entre amis, si j'étais un homme, je te sauterais dessus. Évidemment, il n'est pas question de ça, mais cette dimension désirante, encore une fois, cette attirance, cette intimité, cette sensibilité à l'autre, oui, elle existe. Et parfois, vous avez raison, alors, elle encombre nos amitiés. Voilà, alors on y reviendra, tout dépend aussi du scénario de notre vie. Hein. Je dirais qu'on soit célibataire, qu'on soit en couple, que l'un soit célibataire, que l'autre soit en couple. Mais on va accueillir Sandrine sur cette antenne, elle habite à Nantes. Bonjour Sandrine. Bonjour Flavie. Soyez la bienvenue. Alors vous y croyez à fond, hein? Mais oui. Mais oui, j'y crois à fond. Et oui. Racontez-nous un peu, parce que vous êtes célibataire déjà, vous. Oui. Et alors, ils ne vous ont pas plu, vos amis? Mais s'ils me plaisent, ce sont des amours tous les deux, mais pas des amours tellement longtemps. C'est comme ça. Ouais. Non. Oui. C'est rempli de tendresse, d'amitié, de douceur, mais voilà. Comment ça se passe? Alors racontez-nous un petit peu ces relations. Vous avez 2 meilleurs amis, hein, c'est ça? Oui, enfin, ce sont les 2 seuls, donc meilleurs, oui, aussi. Oui, on va dire qu'ils sont meilleurs, ils vont pas se battre. Voilà, exactement. Ils vont pas racontez-nous un petit peu. Je vais vous chercher un peu. Vous êtes sûr que de leur côté, il n'y a pas quelque chose? J'en ai aucune idée. Je pense pas, non. Je crois pas. Je crois pas, et puis ça coule de source, en fait. Voilà. Racontez-nous un peu, expliquez-nous la relation que vous avez avec eux. Alors la relation avec le premier, ça fait 5 ans que je le connais et on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux, déjà les 2. Et voilà, ça s'est fait naturellement. On s'est rencontrés, pour le premier, on s'est rencontrés déjà 2 fois. Et il est marié, il a des enfants, donc voilà, la question ne s'est jamais posée. Il a toujours été là pour moi. J'ai essayé d'être autant à la hauteur que lui pour lui. Ouais. Et puis le deuxième, même chose, voilà, mais lui, il a quelqu'un dans sa vie depuis un peu plus récemment. Et voilà, ça coule de source, en fait.
c'est comme ça. Ce sont un peu, vous le dites, vos gardes du corps, hein. Des gardes du cœur aussi, quoi. Hein. Voilà, exactement. Je partage tout avec eux, voilà, du plus intime au plus personnel. Voilà. Mais si vous rencontrez quelqu'un, si vous rencontrez quelqu'un, quand vous rencontrez quelqu'un, par exemple, qu'est-ce qu'ils en pensent? Qu'est-ce qu'ils en disent? Alors, ils sont très contents. Ça, je peux vous dire, ils sauteraient de joie, ils me félicitent. Enfin, voilà. C'est... Oui, ils sont très contents pour moi. Non, pas du tout. J'en ai parlé à chacun, de l'un et de l'autre, mais ils ne se connaissent pas. Non. D'accord, voilà. Ok. Sophie Cadalen, quand on écoute Sandrine en parler, elle est dans une position... alors, n'en prenez pas ombrage, Sandrine, hein, mais elle est dans une position où elle est protégée. On a l'impression qu'elle est dans une situation où elle est enrobée par ses amitiés qui, selon elle, ne font absolument aucun doute, quoi. On a l'impression, Sandrine, un peu que vous êtes comme une petite princesse, une petite sœur. Enfin, voilà, il y a quelque chose de très touchant dans la façon dont elle en parle. Vous trouvez pas, Sophie ? Oui, d'ailleurs l'expression était très jolie, garde du corps, comme si le corps, effectivement au sens sexuel du terme, n'était pas investi, mais il est bien gardé, ce corps-là. Il est quand même existant dans cette relation. Mais ce que j'entends aussi chez Sandrine, c'est que c'est pas dénué forcément d'ambiguïté, mais pas une ambiguïté pesante et une ambiguïté qui n'est pas questionnée. Donc c'est ça, je trouve qu'elle raconte très joliment quand elle dit je ne me suis pas posé la question, je ne leur ai pas posé la question. Ça n'est pas le propos, voilà. Et ça n'empêche pas que peut-être il peut y avoir des petits pincements de cœur ou de ventre, je sais pas, quelque chose de plus sensuel, charnel, mais c'est pas grave. Comme dans la vie, on est traversé de tas d'élan, de tas d'impulsions, comme des chemins différents qui sans cesse s'ouvrent à nous. Est-ce que forcément on les prend tous? Non. Et là, quelque part, ce qui est en tout cas certain dans ce que dit Sandrine, c'est que cette amitié telle qu'elle se vit là, elle est très douce, elle est très belle, elle est très bienveillante, surtout très bienveillante. Et voilà. Et le reste, sans doute, peut-être existe quelque part, mais ça n'est pas le propos. Alors, on va vous remercier, Sandrine, de nous avoir aussi joliment parlé de ces deux amis, ces gardes du corps, du cœur, je ne sais pas, mais enfin, en tout cas, qui ont l'air d'être si importants pour vous et qui prennent soin de vous. Vous restez avec nous. Oui, je vous en prie. Allez-y, Sandrine. Je peux les saluer deux. Mais absolument. Allez-y. Voilà. Je vous en prie. Alors, le premier, je l'embrasse très fort. Je lui souhaite bon courage pour son boulot, etc., parce qu'il est toujours sur les routes. Et le deuxième, je lui ai promis de le voir après le confinement, parce que je lui ai promis de manger des potatoes avec lui. Voilà. Très bien. Bon, écoutez, le message est passé, mais on connaîtra pas. Ah, on connaît au moins un des prénoms, Cédric. Voilà. Sandrine, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Sophie Cadalen, prenez soin de vous. Au revoir, Sandrine. Sophie Cadalen, vous restez avec nous parce que Paloma nous a laissé un message. Quand je n'ai pas été invitée au mariage de mon meilleur ami, j'ai compris que c'était fini. Sa femme a eu raison de notre belle histoire alors qu'elle n'avait rien à craindre. C'est pas toujours simple. Hein. On va en parler avec vous tout de suite sur RTL. Vous écoutez RTL, il est 15h. Place à l'information, une information dense avec vous, Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Flavie. Effectivement, l'information cet après-midi, c'est évidemment le Premier ministre Édouard Philippe qui va commencer son discours à l'Assemblée nationale pour présenter la stratégie gouvernementale pour le déconfinement. À quoi ressemblera notre vie à partir du 11 mai? Après des semaines de rumeurs, de débats, les Français attendent les arbitrages sur la reprise de l'école, sur les transports, sur la réouverture des commerces, des entreprises ou encore sur la politique en matière de masques. Après le discours, il y aura ensuite un débat avec prise de parole des principaux chefs de file de l'opposition et un vote dans la foulée. Le patron du groupe Les Républicains à l'Assemblée, Damien Abad, a dit que la droite ne voterait pas en faveur de ce plan. Il dénonce la méthode et un manque de concertation. Côté Parti socialiste, on attend notamment de savoir si le Premier ministre annoncera une gratuité pour les masques de protection avant de se prononcer. L'exécutif est en tout cas sous pression. Les Français attendent un discours clair, des réponses concrètes, on le disait, d'autant qu'un sondage indique aujourd'hui que 60% des Français ne font pas confiance au gouvernement pour mener à bien le déconfinement. L'enjeu de ce déconfinement est à la fois colossal et cornélien. Comment relancer l'économie sans provoquer une nouvelle flambée de l'épidémie? L'Allemagne fait face à la même question. Le pays a rouvert ses commerces en partie la semaine dernière et les autorités s'inquiètent d'une remontée actuellement du taux de contamination alors que l'épidémie était considérée là-bas comme étant sous contrôle. Le coronavirus qui provoque à nouveau des tensions entre la Chine et les États-Unis. Donald Trump dénonce une mauvaise
mauvaise gestion, n'exclut pas de réclamer des dédommagements. Pékin répond en parlant de mensonges éhontés pour se dédouaner. Dans le reste de l'actualité, le football français rend hommage à Robert Herbin, l'entraîneur mythique de Saint-Etienne, mort hier à 81 ans, sans lien avec le Covid-19. Solitaire, taiseux, novateur dans les méthodes d'entraînement. Il a été 9 fois champion de France avec Saint-Etienne, à la fois comme joueur, puis ensuite comme entraîneur. Et puis on s'interroge sur le profil psychiatrique de l'homme qui a foncé hier sur 2 policiers à Colombes, en banlieue parisienne. Il a dit en garde à vue qu'il voulait mourir en tuant des policiers. Et il a évoqué, pour expliquer son geste, le sort des Palestiniens. Les 2 policiers ont été grièvement blessés, mais leurs jours ne sont plus en danger. La météo, demain matin, un temps à nouveau instable, perturbations qui arrivent à nouveau par l'ouest, avec beaucoup de vent. Ces perturbations vont gagner ensuite l'intérieur des terres. Il y aura du soleil tout de même autour de la Méditerranée. Les températures, au réveil, elles seront comprises entre 5 et 12 degrés. Voilà pour le flash Flavie Flament. Il est 15h et presque 3 minutes. On se retrouvera évidemment pour faire part à nos auditeurs des principales annonces et mesures annoncées donc dans le discours d'Édouard Philippe qui va commencer dans les secondes qui viennent. Vous n'hésitez pas, Olivier Bois, à intervenir dans cette émission. Vous y serez évidemment le bienvenu pour nous informer. Flavie Flament sur RTL. Jusqu'à 15h30. Sophie Cadalen, merci d'être avec nous pour parler de l'amitié homme-femme et puis avec nos auditeurs. Quel sujet, c'est incroyable le nombre de messages qui nous arrivent sur ce thème parce qu'évidemment ça fait parler et puis ça fait battre les cœurs évidemment. Victor nous écrit dans l'esprit aussi de ce que nous disait Paloma. Celle que je considérais comme ma meilleure amie m'a fait une crise de jalousie pendant une fête. Elle a littéralement disjoncté et je n'ai jamais pu la revoir. Ces messages-là nous disent bien à quel point parfois on tait notre amour. Et on le déguise sous des allures d'amitié. C'est même pas des allures d'amitié, c'est que l'amitié peut être extrêmement passionnelle. Elle n'est pas forcément si différente de l'amour dans ses exigences, dans ses demandes, dans ses projections aussi. C'est cela dont on se défend un peu. Oui, c'est pas pareil, c'est un autre registre, c'est totalement ailleurs. Non, effectivement, les corps ne sont pas de la partie. On ne se désire pas sexuellement, mais on peut avoir au moins autant d'attentes, au moins de tensions, au moins de projections, encore une fois, et qui peuvent à tout moment faire vriller cette relation, effectivement, et lui donner, effectivement, ce tour passionnel qu'on avait jusque-là un peu tu, en tout cas un peu occulté. Alors, tout dépend aussi du scénario, je disais tout à l'heure, de notre vie. Tout dépend qu'on soit célibataire, en couple, l'un célibataire, l'autre pas. Karine, je crois à l'amitié homme-femme, je suis en couple depuis longtemps, mon meilleur ami est célibataire, il n'y a jamais eu d'ambiguïté. Jeanne y croit également, elle n'a jamais éprouvé autre chose que de l'amitié pour son ami Édouard, bien qu'elle soit célibataire. Il est en couple depuis 6 ans, ça ne me viendrait même pas à l'idée s'il venait à se séparer. Et puis, on peut être en couple aussi. Je pense que l'amitié homme-femme est plus sereine et durable quand les 2 personnes sont chacune en couple et épanouies. Il n'y a pas d'ambiguïté possible. C'est marrant, ce pas d'ambiguïté possible. Comme si, quelque part, la situation finalement du couple nous empêchait d'avoir une inclination pour l'autre. Il peut y avoir des décalages aussi. Même s'il n'y a apparemment pas de décalage. D'ailleurs, vous avez raison de souligner ça, de dire il n'y a pas d'ambiguïté possible. C'est déjà une ambiguïté, de cette manière-là. Exactement. Oui. Et je crois qu'au contraire, il faut laisser son champ à la possible ambiguïté qu'on va pas ressentir forcément comme telle, et même si effectivement le cadre est extrêmement rassurant, on est tous casés, tout le monde se connaît, on se fréquente, oui, mais on sait bien que même si les choses sont extrêmement réglées, claires et normées, ça n'empêche pas les ambiguïtés, les dérapages, les coups de foudre ou les coups d'envie inattendus. Non, je crois qu'au contraire, à chaque fois, c'est oui, il y a du possible. Est-ce qu'on a envie pour autant? Est-ce qu'on y pense seulement? Et non, pas forcément. Mais même de dire que j'y ai pas pensé, c'est bien d'une certaine manière qu'on y a pensé en disant, non, j'y pense pas parce que ça ne me dit absolument rien. Et attendez, Karl, quand 2 amis célibataires passent du temps ensemble, forcément, au moins l'un des 2 pense à autre chose qu'à l'amitié. C'est humain, ça m'est arrivé. Je n'ai jamais osé tenter quoi que ce soit et j'ai bien fait. Ça a préservé notre relation. Et Tina, je n'aurais jamais pensé craquer pour l'un de mes amis qui ne m'attirait pas jusque-là, mais partager des moments à 2 m'a troublée et j'ai commencé à le regarder différemment. Tout le monde nous demandait si nous étions ensemble et j'ai fini par devenir possessive et jalouse. C'est intéressant aussi cette idée de l'entourage qui va forcément jeter presque la suspicion sur un couple d'amis. Oui, l'entourage peut être très, très, très embarrassant, quelquefois.
et surtout si on est tous les deux, comme on dit, libres, comme si on avait forcément vocation à tous ne plus être libres un jour. C'est intéressant d'ailleurs ce mot de liberté en parlant de célibat, ou en tout cas libre d'être un cœur à prendre. Oui, on veut nous ranger quelque part. On veut que ça débouche sur quelque chose. J'ai presque envie de dire de productif, comme le couple finalement est le produit d'une attente supposée être celle de tous. Mais en tout cas, dans ce qui est dit aussi, c'est un peu qui tout double. C'est où on a effectivement des idées un peu pas tout à fait entre guillemets honnêtes, même si ça n'a rien de malhonnête, où on n'en a pas. Or, encore une fois, ce que je crois, toute amitié comme ça, qui n'est pas un désir clairement avoué, peut être traversée. Un moment, ça peut être une seconde. On peut se connaître pendant 15 ans et tout d'un coup, je sais pas, on a bu un verre, on est bien, et puis se dire tiens, et est-ce que j'aurais envie de coucher avec lui, et à ça rigoler ou répondre non, et puis en général on n'en dit absolument rien à l'autre. Mais c'est ça qui est possible, et c'est ça qui nous fait très peur, comme si effectivement ces organisations-là très rassurantes que sont celles de l'amitié sont beaucoup plus fragiles qu'ils n'y paraissent. C'est ce que j'allais vous dire, parce que c'est vrai que en discutant avec vous, je me disais, mais en fait, en amitié, on est souvent très bien. Or, en amour, même si on est très bien, l'amour est sujet parfois à des passions, à des différences aussi, parfois de conception de ce que vous appelez la liberté. Enfin, et on s'engueule plus en couple, je dirais, qu'en amitié. Et c'est vrai que d'être dans une sorte de relation aussi sereine que ça peut à un moment donné laisser planer le doute sur ce que cela pourrait être si on devenait amant. Oui, je sais pas si je suis très claire. Parfois on est mieux avec, mais parfois on est mieux avec un ami qu'avec un conjoint parce que c'est plus serein, parce que c'est plus posé, parce qu'il y a un cadre. Et forcément à un moment donné on se dit mais si toute la vie est comme ça, finalement n'est-ce pas la personne avec laquelle je dois rester toujours, quoi. Oui, mais même ce côté plus serein est à interroger. C'est encore une fois, il me semble que dans la plupart des amitiés, les fondements de cette amitié sont pas très loin des fondations non plus de l'amour. D'ailleurs, on s'aime. Enfin, quand on est amis, on peut le dire. Quand on est de grands amis, on va se faire des déclarations d'amour aussi. Mais ça a l'air plus simple effectivement parce que c'est hors du sexuel. Et puis, je crois que souvent, pas tout le temps, mais souvent on se tient mieux en amitié. On est plus respectueux, on est moins intrusif, on est moins exigeant, on a moins d'attentes, on n'a pas une idée si précise de ce que doit être la relation, comme très souvent on a en amour, et qui va encombrer justement cet amour. On laisse plus de place souvent à l'autre dans l'amitié. Il n'est pas forcément là où on exige, où on estime qu'il devrait être. Alors par contre, il y a des moments dans la vie où là, oui, on va se retrouver dans cette même attente, dans cette même exigence. Ça va être par exemple de maladie, de deuil, enfin les moments très, je dirais les cassures dans la vie, où là, on va être très déçu par l'ami qui n'est pas un vrai ami parce qu'il aurait dû se comporter de cette manière-là. Alors que jusque-là, on a peut-être été extrêmement tolérant parce que ce n'était, entre guillemets, qu'un ami. C'est pas restrictif du tout. Hein. Ouais, mais en amour, oui, il y a quelque chose de beaucoup plus. On est plus tyrannique en fait en amour. C'est-à-dire, moi j'ai toujours dit qu'en amour, il fallait savoir être bien élevé, savoir être poli en amour, parce que parfois je trouve qu'on est moins bien élevé en amour qu'on ne peut l'être en amitié, ce qui est quand même parfaitement regrettable, mais toujours intéressant. Écoutez, c'était super d'en parler avec vous, en tout cas Sophie Cadalen. On a des messages aussi qui nous sont arrivés de Laura qui explique que le jour où son meilleur ami s'est déclaré 5 mois plus tard qu'il avait justement des sentiments amoureux pour elle, et bien forcément ça leur a fait prendre leur distance et aujourd'hui ils ne sont plus amis. Voilà, donc comme quoi c'est vrai que tout ça est fragile. Merci d'avoir passé ce moment avec nous, Sophie Cadalen. Je vais conseiller vos livres. Aimer sans mode d'emploi chez Erol, Vivre ses désirs vite aux éditions Point. C'est bien en période de confinement de lire, donc on conseille vos ouvrages et je me permets de vous embrasser, Sophie, puisqu'on peut le faire. Je vous embrasse aussi. Prenez soin de vous. À bientôt. Vous aussi, au revoir. Au revoir. Sur Disons demain. 14h30, 15h30. Flavie Flamand sur RTL. On poursuit donc notre conversation et on accueille tout de suite Cécilia Como. Bonjour Cécilia. Bonjour Flavie, bonjour à tous et à toutes. Vous êtes sexologue, thérapeute de couple et on conseille vos podcasts, l'intimité en question. Ah bah justement, tiens, l'intimité de l'amitié. C'est fou parce que vous nous écoutez depuis le début. Je crois que vous n'étiez pas du tout d'accord avec ce que nous expliquait Vincent Cespedes en début d'émission.
J'ai un peu de mal, je vous cache pas, j'ai un peu de mal quand on dit que la sensibilité des hommes est leur part féminine, comme si la sensibilité était la chaise gardée des femmes. J'ai un peu de mal avec ça. Je me dis que les hommes sont des hommes, ils ont une part sensible, une part non sensible, mais exactement comme les femmes. C'est-à-dire que je vois tellement de femmes qui n'ont absolument aucune sensibilité que du coup, voilà. Et sur l'amitié, et bon, bref. Bref. Sinon, je vais vous prendre tout le temps d'antenne. Non, mais avec vous, on va poursuivre, si vous le voulez bien, notre conversation, parce que vous êtes sexologue. Alors, on s'interroge toujours sur ce fameux passage à l'acte. C'est horrible d'ailleurs parce que j'ai entendu dans cette émission, même Sophie Cadalen nous a parlé de dérapage, alors que je suis persuadée que ça a été parfaitement inconscient parce que c'est pas dans l'esprit de Sophie. Mais voilà, comme si effectivement à un moment donné on dérape, on passe à l'acte, on franchit une frontière. Alors Vincent Cespedes nous parlait des sex friends en début d'émission. D'ailleurs, on en a certains qui nous écrivent des choses plutôt jolies sur cette idée. Isabelle, je fais régulièrement l'amour avec mon meilleur ami. C'est le concept du sex friend, et on est en 2020 les gars, c'est super. Donc il y en a certains qui le vivent très bien et puis d'autres qui le regrettent. Guillaume, un soir elle m'a regardé différemment, ça a été comme un drôle de coup de foudre, on avait un peu bu, je l'ai embrassé, on a passé la nuit ensemble et le matin on était super mal, j'avais l'impression d'avoir couché avec ma sœur. Bah oui, parce que ça c'est le souci de la familiarité, on en avait discuté dans les relations, la familiarité ça fait très mauvais ménage avec l'érotisme, mais ce que je pense je pense que ce glissement en fait de l'amitié à l'amour et inversement parfois de l'amour à l'amitié, alors peut-être que les femmes elles ont peut-être déjà l'habitude de séparer le territoire sexuel et le territoire affectif. Du coup c'est peut-être je pense, on a des messages d'hommes qui nous disent ça, qui l'assument. Ils disent que c'est plus simple, plus clair chez une femme que chez un homme. Oui, parce que je pense que elles ont déjà un peu ces deux territoires-là assez distincts. Et chez les hommes, c'est un petit peu moins distinct, mais c'est simplement parce que pour eux, la sexualité, c'est aussi un langage affectif. Donc du coup, il leur arrive peut-être plus souvent de mal distinguer une connexion affective d'une connexion sexuelle. Parce que finalement, pour eux, ça veut peut-être dire un peu la même chose. Donc, alors que pour les femmes, je pense qu'il y a vraiment deux langages. Mais sur ce glissement, moi, je crois que alors c'est une autre hypothèse par rapport à tout ce qui a été dit avant, mais je pense que on pense se rencontrer un peu vierges l'un de l'autre, le fameux mystère de la rencontre. Vous avez dit on ne peut pas tout écrire d'avance, mais moi je crois qu'en réalité on va confronter l'autre à un scénario idéal, une idée de ce qu'on veut vivre, et c'est pas forcément conscient. Et puis ces scénarios idéaux qui reflètent nos goûts, nos intérêts, nos attentes et nos fantasmes en matière d'amour et d'amitié se construisent. Et je pense que le glissement ou le non-glissement, il vient du fait que ces scénarios-là, soit ils sont très distincts, c'est-à-dire scénarios amoureux et scénarios amicaux, et donc la personne en face correspond soit à l'un, soit à l'autre, et du coup, une même personne va difficilement correspondre aux deux, soit ces scénarios ne sont pas très distincts l'un de l'autre, et ils vont recouvrir un peu les mêmes attentes, et le franchissement amitié-amour va devenir plus facile, et je crois que c'est là que l'ambiguïté va se trouver une place en fait. Alors, est-ce qu'il faut goûter, tester pour savoir? C'est le point de vue d'Hugo. Hugo m'a laissé un message. Tant qu'il ne s'est pas passé quelque chose, une tentative ou un baiser ou plus, qui permet de statuer l'amitié ou non, les choses seront toujours ambiguës entre un homme et une femme attirés par le sexe opposé. L'accord tacite n'apporte en réalité aucune certitude. Je pense qu'il y a vraiment deux camps, et je pense que toutes les personnes qui ont éprouvé l'amitié avec le sexe opposé sans qu'il y ait eu de désir, pour ma part, je pense que cette idée, si les scénarios amoureux et amicaux se sont absolument jamais superposés, ces gens-là vont penser qu'effectivement il n'y a jamais eu d'ambiguïté. Puis je vais reprendre ce que disait très très justement Sophie Cadalen. Si l'ambiguïté n'est pas pesante, c'est pas bien grave. Il y a une ambiguïté, mais elle embarrasse en rien les deux personnes.
personne. Non, je pense qu'il y a vraiment ceux qui l'ont vécu sont à même de dire ça peut exister, et ceux qui ne l'ont pas vécu, c'est-à-dire qu'on eu des élans érotiques envers l'autre, ceux-là vont être plus dubitatifs. Après, je rebondis sur ce que vous aviez dit au tout début. Nietzsche a peut-être un petit peu raison quand il dit qu'un soupçon d'antipathie physique, ça clarifie le débat. Tu m'étonnes. Oui. Mais je pense que ça le clarifie pour une raison, c'est que je pense que dans tous les scénarios amoureux idéal que nous portons, l'attrait physique est quand même bien là. Donc c'est sûr que si on l'enlève, la personne d'en face, déjà, elle correspond beaucoup moins à un scénario amoureux possible. Donc elle a plus de chances, effectivement, de caler sur le scénario amical. Alors, Sandy nous écrit un petit conseil, et elle écrit en lettres capitales: ne passez jamais à l'acte, vous perdrez un ami et un amant. On va se retrouver dans un instant. On va accueillir Maxime, Maxime qui est patient. Il va intervenir sur cette antenne. Il va nous donner évidemment son point de vue, et puis il va nous raconter comment ce jour-là, effectivement, il se retrouve tout de suite sur RTL. Jusqu'à 15h30. Flavie Flamand sur RTL. On se retrouve tout de suite donc avec Cécilia Como, mais également Maxime qui nous rejoint sur cette antenne. Bonjour Maxime. Bonjour Flavie. Ça va? Oui, et vous? Bah ouais, ça va. Je suis contente de pouvoir parler avec vous, Maxime. Alors déjà, vous avez souligné quelque chose qui était hyper intéressant, c'est qu'en fait, là aujourd'hui, on parle de l'amitié homme-femme, mais on parle quelque part aussi de l'amitié entre personnes du même sexe quand elles ont la même inclination sexuelle et amoureuse. C'est-à-dire que lorsque l'on aime les garçons, la question se pose-t-elle de la même façon, évidemment, avec un autre garçon? J'imagine que oui. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que j'ai voulu réagir, parce que en ce qui me concerne, moi, l'amitié homme-femme est possible, alors que l'amitié homme-homme n'est pas forcément envisageable dans mon cas. Alors pourquoi est-ce qu'elle n'est pas envisageable selon vous? Et j'ai toujours l'impression que, mis à part cette antipathie physique qui peut exister, qu'il y a toujours un moment donné, qui nous sauve, il y a toujours un moment donné où on va s'imaginer, soit on va fantasmer sur la personne, soit on va s'imaginer avec, ou dans n'importe quel contexte en fait. Et ça vous est arrivé, vous, de franchir la frontière? Oui, tout à fait. On était un trio avec ma meilleure amie et un autre ami, donc on se voyait fréquemment, voire tous les jours. Et un soir d'été, dans le cadre d'un festival, on a on a fêté un peu trop, et puis à ce moment-là, on a dérapé. Alors c'est marrant ce mot de dérapage. Est-ce à dire que vous le regrettez? Je l'ai regretté sur le moment, mais j'ai pas utilisé, quand j'en ai parlé en ligne, du mot déraper. J'ai juste fait un écart. Oui, je comprends. J'ai parlé d'écart. Oui, et même un écart. Oui, alors il faut préciser que vous étiez en couple quand même. Exactement. D'accord, ok, donc c'est ça que vous appelez un écart. Mais est-ce que vous l'avez regretté sur le moment? Vous l'avez regretté? Oui, totalement, sur le moment et sur le long terme, à savoir que depuis, on se refréquente, mais pas avec la même intensité. Oui, je comprends. Donc, ça veut dire que vous rejoignez un petit peu ce que nous écrit Sandy. Ne passez jamais à l'acte, vous perdrez et un ami et un amant. C'est-à-dire que là, on perd tout, quoi. Ouais. Oui, une amitié solide et tout, ouais. Bah oui, mais c'est vrai, Cécilia Como, ça revient dans les messages. Sauf Steph qui nous écrit: oui, c'est possible, mais un temps seulement pour nous. Mon meilleur ami pendant 8 ans est devenu mon mari et nous avons 2 enfants. On va dire que c'est l'exception qui confirme la règle, Cécilia Como. Mais c'est vrai que on entend plus d'histoires de regrets, de remords, que d'histoires réjouissantes comme celle de Steph. Oui, en même temps, je pense que très souvent, c'est ce que je disais, si 2 scénarios se superposent, un ami peut être un amoureux, ou un amoureux, un ami, un amant. C'est effectivement différent, c'est-à-dire que on introduit dans une relation où il n'y avait aucune sexualité, on introduit de la sexualité. Et je pense que les gens se font un petit peu peur après, parce que finalement, ça change complètement le cadre de la relation. Et effectivement, une fois que cette relation amicale, on y a introduit de la sexualité, on s'y retrouve plus tellement à ce moment-là. On ne sait plus si on est vraiment dans l'amitié, ou est-ce que ça va donner quelque chose qui s'appellera l'amour ou pas. Et du coup, peut-être qu'on se dit c'est devenu trop compliqué, j'aurais pas dû le faire. Mais justement, vous ne vous êtes pas dit quelque part à ce moment-là, Maxime, que c'était peut-être aussi un homme qui allait compter davantage dans votre vie, c'est-à-dire que le fait de vous être embrassé et de vivre quelque chose ouvrait la porte sur une nouvelle relation?
Non, je me suis pas posé cette question et je m'étais pas au moment après réflexion, non, pas forcément. Au contraire, c'était même pire. Enfin, j'imaginais ne plus pouvoir le revoir en fait. Oui, alors il y a cette gêne qui subsiste, Cécilia Como. Non mais en fait, la fille qui s'y connaît vachement. Non mais parce que moi aussi, ça m'est arrivé une fois, Maxime, et que je trouve que non mais voilà, et je trouve qu'après, il y a une sorte de truc où on a le sentiment d'avoir fait une bêtise, quoi. Alors qu'en soi, ce n'est pas forcément le cas. Non, c'est pas une bêtise. Mais ça rejoint l'idée culturelle du début de l'émission. Oui, mais c'est parce qu'on transforme le cadre de l'histoire d'amitié et très certainement on a fait, alors l'expression est très vilaine, mais on a fait rentrer au forceps quelque chose qui, voilà, c'est très bien, quoi. on a forcé en fait, on a fait entrer quelque chose dans une histoire d'amitié qui n'avait pas y être, parce que l'amitié c'est quoi en fait? Quand on regarde bien, c'est souvent une décentration de soi-même poussée à l'extrême. C'est offrir son humanité complète à l'autre, avec ses parts lumineuses, ses parts sombres. C'est une nudité. Et c'est une nudité qu'on s'autorise rarement en amour. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'on pardonne plus facilement à un ami, parce que justement, on sait que soi-même, on est totalement imparfait. Donc, c'est vraiment une relation avec des cadres très différents. Et je pense que quand on y met quelque chose qui n'avait rien à faire dans le décor, je vais dire ça comme ça, je pense qu'ensuite, effectivement, ça paraît très étrange et qu'il faut du temps finalement, et c'est le temps qui permet un petit peu une espèce d'amnésie un peu pour essayer de remettre le cadre comme il était précédemment. Ouais. Et ça, c'est pas gagné. Maxime, merci beaucoup d'avoir passé un petit moment avec nous. Vous avez une très belle voix, me dit-on. Merci. Donc voilà, c'est moi je qui vous vous embrasse. remercie. Et prenez bien soin de vous. Nous aussi. Merci. C'est bon de se parler en ce moment. Allez, prenez soin de vous, Maxime. Je vous embrasse. Merci, à vous bientôt. aussi. Au revoir. Cécilia Como, à la prochaine. J'espère vraiment que la prochaine fois, ce sera en studio, parce que là, on n'arrête pas de se parler au téléphone. Moi, j'ai envie de vous voir. L'intimité en question, c'est votre podcast que je conseille à tous ceux qui nous écoutent. À bientôt, Cécilia. À bientôt, au revoir. Allez, merci à vous tous d'avoir été là. C'était une heure passionnante, évidemment, votre compagnie. N'oubliez pas, ce soir, 20h, malgré la pluie, le temps pourri pour certains, on s'en fout. Tout le monde à sa fenêtre ou à son balcon, dans son jardin, pour applaudir ceux qui ne sont pas confinés, qui se battent chaque jour et qui font tourner notre monde à l'arrêt. Demain, soyez nombreux dans mon salon et puis sur RTL, évidemment, pour de nouvelles conversations dès 14h30. D'ici là, prenez bien soin de vous et de vos proches. Je vous embrasse.